Nous poursuivons ensemble sur France 3 Bretagne la seconde partie de cette soirée spéciale débat à 3 semaines des élections municipales. Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours avec Annaïg Haute de France 3 Brésil au centre des congrès de Quimper, le Chapeau Rouge, pour évoquer cette fois les enjeux de la ville de Concarneau. Concarneau, en chiffres, c'est la 3e ville du Finistère, un peu plus de 19 000 habitants, c'est en légère croissance. La population est vieillissante avec 34% de plus de 60 ans. Ça, c'est 10 points de plus que la moyenne française. À Concarneau, 45% des personnes vivent seules et le taux de chômage est de 7,8%. Du côté de la municipalité, il y aura ici forcément un peu de nouveauté, car le maire sortant d'hiver droite, André Fidelin, a décidé de ne pas briguer de 3e mandat. Nous accueillons donc 4 candidats tête de liste qui comptent lui succéder. Nous allons vous les présenter selon un tirage au sort que nous avons réalisé juste avant cette émission. Et je commence par vous, Anthony Lebras. Vous êtes de la liste Concarneau avec vous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes investi par La République En Marche, mais vous êtes un ancien élu socialiste de l'opposition. Effectivement, et Concarneau avec vous est avant tout une liste composée de citoyens et de citoyennes qui s'engagent souvent pour la première fois en politique, et d'autres effectivement ont déjà une expérience de la chose publique. Mais c'est avant tout une liste composée de citoyens et citoyennes qui se regroupent dans l'intérêt local, loin des clivages stériles. Alors l'expérience, vous, Marc Bigot, vous l'avez, puisque vous menez la liste Mon Parti, c'est Concarneau, et vous êtes candidat de la majorité sortante d'hiver droite. Vous êtes ancien adjoint à l'urbanisme et 14 élus sortants vous suivent. Oui, exactement. Bonsoir, j'ai la chance de mener cette liste-là dans la suite d'André Fidelin. 14 élus de l'ancienne équipe me suivent. Et bien évidemment, j'ai réuni autour de moi des acteurs de la vie associative, des acteurs des conseils de quartier, des acteurs du monde sportif. Merci à vous. Face à vous, donc Elisabeth Janvier, votre liste s'appelle Concarneau solidaire et durable. C'est une liste de gauche sans étiquette que vous avez. Vous êtes nouvelle venue en politique. Exactement. Et vous avez autour de vous des membres d'Europe Écologie Les Verts, de la France Insoumise, de Génération, et vous avez également le soutien du Parti communiste et de la Nouvelle Donne. Exactement. Je suis la tête de liste de l'unique liste de gauche sur Concarneau, ce qui ne s'est pas vu depuis 1977 à Concarneau. Merci à vous. Et dernier participant, Christian Pérez, bonsoir. Vous menez la liste Concarneau Ville d'Avenir. Vous êtes du Rassemblement National et vous êtes un proche de Marine Le Pen. Vous avez déjà été conseiller municipal auparavant en région parisienne. C'est exact. Et je conduis la liste Rassemblement National qui sera effectivement sur Concarneau, la seule liste qui ne sera en aucun cas macro-compatible. J'aimerais apporter un petit correctif à Madame Janvier qui a dit qu'elle était la seule liste de gauche. Pour moi, il y a 2 listes de gauche ce soir. Nous allons en parler. Justement, voilà. 4 listes, une gauche un peu divisée. C'est ce qui a retenu justement l'attention de Loïc Schwartz, le dessinateur qui nous accompagne pendant toute cette campagne. Voilà, il porte son regard acide et malicieux et donc il aperçoit une gauche divisée. Anthony Lebras, vous êtes investi par La République En Marche, mais vous êtes un ancien socialiste. Vous avez plusieurs socialistes sur votre liste. Et face à vous, là, à côté de vous, Elisabeth Janvier, vous êtes soutenue par plusieurs socialistes qui ne figurent pas sur votre liste, notamment par Kofi Amian, l'ancien secrétaire d'État socialiste, par Gilbert Lebris, qui a été maire pendant plusieurs mandats de Concarneau, et par Gaël Lemeur également. Le Parti socialiste lui-même n'a pas fait de choix et n'a pas donné de consigne, a mis un communiqué comme quoi il ne donnait pas de consigne de vote entre vous deux. Alors Anthony Lebras, ils vont faire comment les électeurs pour s'y retrouver là ? Ils vont regarder qui sont les candidats, c'est tout simple. Sur les 2 listes, effectivement, sur ces 2 listes, il y a une adhérente du Parti Socialiste, c'est Nicole Ziegler qui est ici dans le public et que je remercie de sa présence. Et effectivement, il y a sur ma liste des personnes qui ont une expérience d'élu, qui ont été effectivement élus socialistes, qui ne sont plus au Parti Socialiste, mais qui ont été élus, qui ont une expérience, effectivement, et qui ont une sensibilité de gauche, et c'est très bien. Et puis il y a aussi sur ma liste, effectivement, des personnes qui sont plutôt de sensibilité de droite. C'est ça la richesse de Concarneau avec vous, c'est d'avoir réuni, effectivement, autour d'un projet pour Concarneau,
des personnes qui ont des sensibilités diverses. Alors, Madame Janvier, vous nous annoncez effectivement l'union à gauche, mais c'est un peu faussé. Est-ce que cette désunion ne va pas jouer un petit peu contre la gauche, qui espère peut-être reprendre la main sur la ville ? Je ne vois vraiment pas en quoi cette union est faussée, puisque nous avons réussi à faire alliance avec l'ensemble des partis de gauche. Sauf le Parti social. Alors, en tout cas, voilà, vous n'avez pas de membres. Vous l'avez dit vous-même, puisque nous avons l'appui de certains membres du Parti socialiste. Le PS, lui, il n'invite pas à voter pour l'une ou l'autre des listes. Concrètement, c'est quand même plus clair quand ils le font. Hein. Tout à fait. Ou quand ils sont sur la liste aussi. Nous avons d'ailleurs sollicité Olivier Lefort dans ce sens-là, puisque dans un article récent dans la presse, il a dit qu'il appelait les membres du Parti socialiste à voter à soutenir les listes citoyennes de gauche. Alors pourquoi il ne le fait pas ? Il faut lui poser la question. Je crois que Mme Janvier a effectivement réussi une chose, c'est à faire l'union. Mais ce n'est pas l'union de la gauche qu'elle a fait, c'est l'union de la gauche extrême. Et effectivement, Mme Janvier est soutenue par l'ensemble des partis de gauche extrême, la France Insoumise, à Babortout, qui est un parti local à gauche de la gauche, et puis le Parti communiste français. C'est vrai que vous avez réussi cette union-là. Vous permettez que je donner réponde ? la parole quand même aux autres candidats. Monsieur Bigot, vous portez le bilan de la précédente mandature. Est-ce que vous projetez dans la continuité ? Si vous voulez, j'ai eu moins de difficultés de mes collègues, en fait, parce que je ne suis pas carté. C'était mon premier mandat. Le maire sortant m'avait confié l'urbanisme et sachant qu'il ne renouvelait pas ce mandat-là, un vote entre nous m'a confié la responsabilité de mener la campagne. Donc c'est relativement, ça a été beaucoup plus facile pour moi. Et mes collègues m'ont suivi, ceux qui ne m'ont pas suivi ne sont pas non plus allés butiner ailleurs. On est restés tous unis. Et il y a une partie, bien évidemment, qui est dans la continuité des deux mandats d'André Fidelin. Il y a aussi ce que je construis, moi, avec les sortants qui m'accompagnent et les nouveaux venus. Christian Pérez, c'est la première fois qu'il y a un candidat Rassemblement national au municipal à Concarneau. C'est un pari osé. Les élections locales, elles ont toujours une tonalité un peu différente des nationales. Pari osé, pas vraiment, puisque nous avons à Concarneau un potentiel de voix qui est assez considérable. Marine Le Pen a fait 23 à la présidentielle, on a fait 17 à l'élection européenne. Mais là, c'est pas toujours pareil entre le local et le national. national. Mais ça nous donne une bonne assise. Et puis, en faisant campagne et en faisant notamment du porte-à-porte, j'ai découvert que beaucoup de gens sont proches de nos idées. Et comment vous expliquez que jusqu'à présent, personne de votre parti ne s'était présenté ? Parce que j'étais pas là. Vous êtes récemment arrivé effectivement à Concarneau. On va aborder le thème un peu central de cette émission, un thème plutôt économique. Nous poursuivons ce débat avec l'idée que Concarneau était dans les années 60 le troisième port de pêche français, derrière Boulogne-sur-Mer et derrière Lorient. Les deux premiers ont conservé leur place respective sur le podium. Concarneau, elle, a dégringolé depuis à la 16e place selon des chiffres de 2017. Il y a longtemps, c'était un moteur de l'activité économique de la ville, avec 1100 mètres de quai, 14 000 mètres carrés de halles où était débarqué le poisson. Et puis la pêche, petit à petit, s'est effacée. Le secteur représente aujourd'hui environ 900 marins. Marc Bigot, je vais vous donner la parole en premier parce que vous êtes l'ancien secrétaire local du comité des pêches. Vous ressentez quoi quand vous voyez le port ainsi, vous qui avez dû le connaître, très très actif ? Effectivement, j'ai commencé au comité des pêches dans les années 80. Effectivement, à cette époque-là, le port était le troisième port de pêche fraîche français. Le premier port, d'ailleurs, toute pêche confondue, parce qu'on a un secteur qui est important et qui existe toujours à Concarneau, qui est celui du thon tropical. Vous avez parlé des ports de Lorient et Boulogne. Hélas, ces ports-là ont également perdu du tonnage. Quand je passe sur les quais, effectivement, il y a ces quais qui sont parfois déserts. Il y a tout un pan de cette économie maritime qui a disparu, essentiellement les bateaux de pêche semi-industriels. Mais d'autres pans de l'économie sont là aujourd'hui, notamment la construction et la réparation navale. On a quand même un chantier très performant sur Concarneau. Chantier Périou. Chantier Périou qui Mais travaille à l'international. Mais vous, quelle est votre marge de l'international. manœuvre ? Parce que ce port, il est tenu par la région, par la Chambre de commerce. Vous, quelle est votre marge de manœuvre si vous êtes élu maire demain pour maintenir l'activité, pour essayer d'être actif sur... Le maire de Concarneau, à travers la communauté d'agglomération, participe aux réflexions du syndicat mixte pêche-plaisance. Et à partir de là, nous sommes
acteurs au sein du syndicat pour porter des projets. Actuellement, le syndicat mixte a travaillé sur la modernisation de la criée, comme un programme de 12 millions d'euros d'engagés. C'est important et ça veut dire aussi que la pêche n'a pas toute disparu à Concarneau. La pêche fraîche, c'est une bonne centaine de côtiers qui alimentent la criée 6 jours sur 7. C'est la flottille des sardiniers qui font travailler les conserveries de Concarneau. Donc, je vous dis, il y a un secteur qui est disparu, mais vous l'avez rappelé, on est proche des 600 inscrits maritimes. Les tonniers connaissent aussi des difficultés. Les tonniers actuellement effectivement connaissent des difficultés, mais qui sont cycliques dans ce genre d'activité, entre une surproduction et des cours qui baissent. Mais c'est cette activité tonnière, depuis sa création en 1955, a connu déjà ce genre d'épisode. Christian Pérez, vous pensez peut-être qu'il faut faire vivre différemment le port. On vous a entendu déclarer qu'il va falloir compter par exemple sur les plaisanciers, les voisins de Port-la-Forêt là, pour venir faire vivre la ville. Est-ce que la pêche c'est du passé ? Non, la pêche, c'est pas du passé, mais le problème, c'est qu'on ne restaurera jamais les 30 glorieuses d'après-guerre. C'est un mensonge. L'Europe est passée par là avec ses quotas, elle a cassé la pêche, et aujourd'hui, il faut la préserver. Il faut préserver celle qui existe. Mais j'entends qu'on va, paraît-il, augmenter le tonnage de la criée de Concarneau. Je n'y crois pas, parce que c'est un peu un rêve aujourd'hui d'injecter des deniers publics pour compenser les conséquences de l'Europe. On se mord un peu. Bon. Et sur ce plan-là, je pense que compte tenu du fait qu'on ne peut pas restaurer cette pêche qui malheureusement est moribonde, protégeons ce qui reste et développons le port de Concarneau en ce qui concerne le port de plaisance, puisqu'on a effectivement les voisins de Port-la-Forêt qui sont enclavés, qui ne peuvent pas se développer. Attirons à nous la clientèle des propriétaires de bateaux, ça fera vivre la commune, ils iront dans les restaurants, ils iront chez les commerçants, etc. Ça fera des emplois, je pense que ça ne peut être que positif. Désolé, mais la pêche n'est pas moribonde. Il y a bien des secteurs qui ont disparu. Les activités de pêche côtière et de pêche artisanale actuellement se portent bien, voire très bien selon les secteurs. On poursuit, merci de cette précision, Monsieur Bigot. On poursuit avec vous, Anthony Lebras. Vous défendez de nouvelles activités sur le port. Vous aussi, vous tournez en quelque sorte la page de la pêche ? Ah non, je ne tourne pas du tout la page de la pêche. Et moi, je refuse de verser dans la sinistrose. Le port de Concarneau, c'est effectivement la pêche, avec des tonnages effectivement en réduction, mais aussi avec un outil, comme l'a dit M. Bigot, qui va être rénové, la criée. Et les travaux vont commencer dès le printemps. Et puis le port, c'est effectivement les industries navales qui fonctionnent bien. Et c'est pour ça que je trouve dommage qu'on parle du port de Concarneau de manière parfois sinistre, et certains en ont une vision vraiment décalée. Le port de Concarneau, c'est 1600 emplois, donc on ne peut pas, 1500 emplois, donc on ne peut pas dire que ce port est moribond. L'industrie navale fonctionne bien, et puis à l'avenir, on pourra accueillir effectivement, et on commence à accueillir des chantiers navals dans le domaine du nautisme et de la course au large avec l'arrivée de François Gabard. Qui a annoncé aujourd'hui qu'il mettait une pause à sa carrière maritime. Il passe son bateau à Pascal Bidégory. Très bien, mais il reste à Concarneau et il est en train de construire un magnifique chantier pour ces différents bateaux de différentes catégories. En fait, à Concarneau, il y a un potentiel sur le port qui est inexploité. Et Concarneau, le port, est effectivement un tournant de son histoire. Il y a eu d'autres tournants dans son histoire. Là, il y a un nouveau tournant dans son histoire. Il y a un certain nombre de mètres carrés qui vont être libérés. Et on va pouvoir effectivement y accueillir des activités. Il faut que ça reste des activités maritimes. On pense, nous, à l'Institut nautique de Bretagne, à la station de biologie marine, qui sont candidates à accéder à ces mètres carrés. Et puis aussi à créer une pépinière d'entreprises maritimes. Réinventer le port, la ville peut-être aussi. Vous, Elisabeth Janvier, vous imaginez peut-être retirer un parking dans le centre-ville. Vous n'allez pas vous faire que des amis, dites donc. Alors avant de retirer le parking, il faut d'abord travailler sur les mobilités douces. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que dans Concarneau, on puisse circuler autrement qu'en voiture. Ça veut dire des pistes cyclables ? Ça veut dire des pistes cyclables sécurisées, des moyens de transport doux à disposition des habitants, des vélos, des trottinettes électriques, pourquoi pas, et des transports en commun qui soient adaptés aux besoins des habitants. Alors, on pourra envisager de sortir la voiture de la ville et d'avoir des parkings à l'extérieur de la ville avec des navettes qui permettent aux personnes de venir en centre-ville, notamment pour les touristes.
Alors justement, vous venez à pic. C'est ce qu'on constate effectivement, que l'économie locale se tourne de plus en plus vers le tourisme. Et vous profitez notamment des retombées d'une série télé qui connaît un grand succès en Allemagne. Ça s'appelle Le Commissaire Dupin. Elle a été tournée à Concarneau et désormais la ville attire 200 000 Allemands, un chiffre qui a été multiplié par 2 depuis 2011. Mais est-ce que cette économie du tourisme, elle est suffisante pour faire vivre la reconversion, en fait, pour reconvertir l'économie de la ville ? Il y a deux poumons économiques à Concarneau. On l'a dit, le port, avec les différentes activités qui sont très diverses sur le port. Et le deuxième poumon, effectivement, parce qu'on a tous deux poumons, le deuxième poumon, c'est le tourisme. Et le tourisme, il faut essayer effectivement de continuer à le développer avec les Allemands et avec les autres, et essayer de le développer du 1er janvier au 31 décembre. Et on Concarneau peut devenir une destination week-end, une destination aussi de congrès pour les entreprises, et de manière à ce que le tourisme soit plus étalé sur les 4 saisons. On n'a pas un risque finalement de transformer notre ville close à Concarneau un peu à l'image de ce qui se fait à Saint-Malo au niveau du logement par exemple, c'est devenu complètement inaccessible aux locaux. Il va falloir aussi que des saisonniers puissent se loger si on est dans le tourisme. Effectivement. Je voulais compléter aussi, on parle de changement d'activité avec le tourisme. La construction navale à Concarneau a un programme de 10 années. C'est énorme dans un chantier d'avoir une telle perspective. Donc le tourisme, bien sûr, le tourisme... Avec du renouveau, puisqu'il y a eu des changements à la tête du chantier Piriou récemment. Oui, mais ça ne change en rien. Et il y a un carnet de commandes qui est très rempli. Voilà. Donc la pêche avec de nouveaux investissements, les chantiers navals avec 10 ans de perspective, des écuries comme Gabar qui arrivent. Gabar reste dans le nautisme, à son nouveau bateau sera monté à Concarneau. Et bien évidemment, le tourisme. Le tourisme, vous avez parlé du commissaire Dupin qui effectivement a fait exploser les chiffres de la participation allemande sur Concarneau, c'est extraordinaire. Et ça continue. Et on le voit d'ailleurs, les aménagements en plus du centre-ville vont accompagner toutes ces venues de tourisme. On voit les terrasses des bars et de restaurants qui à une époque, le 15 septembre, étaient remballés. Là, on voit qu'on a une vie à l'année. On a interrompu juste Monsieur Lebras sur la question qui vous a été posée, notamment par rapport au risque du tout-tourisme, comme à Saint-Malo par exemple. Vous avez noté la difficulté effectivement pour les saisonniers de se loger à Concarneau et globalement pour de nombreux jeunes. On propose, nous, effectivement, avec des entreprises locales du tourisme, de créer un foyer des jeunes travailleurs qui servira aussi le reste de la saison pour les alternants, les apprentis. Et alors, deuxième question, effectivement, c'est le coût du logement et le fait qu'aujourd'hui, il est difficile de se loger à Concarneau, effectivement, pour les personnes qui ont des moyens limités. Et on est face à une situation étonnante où on a un centre-ville, en fait, qui comprend plus de 10% de logements vides. C'est ce logement vide qu'il faut, effectivement, réussir à loger par une politique active. Le centre-ville, on en parle parce qu'on va, avant de vous donner la parole, Madame Janvier, Monsieur Pérez, je vous propose d'écouter les Concarnois qui ont été interrogés par Claire Louet avec cette question: qu'est-ce que vous attendez de votre futur maire? Qu'est-ce que vous attendez de votre prochain maire? Alors qu'il développe un petit peu la créativité au niveau des jeunes, parce qu'en tant que jeune, on n'a pas grand-chose à faire ici, on s'ennuie un petit peu des fois, donc un petit peu plus de loisirs, on va dire. Et là, c'est déjà en cours, mais c'est vrai que beaucoup d'espaces verts, beaucoup de choses comme ça. Là, la réhabilitation du quartier, des choses comme ça, c'est vraiment ce qu'on attend, je pense, tous un petit peu, redonner un petit peu de joie de vie. Le centre-ville se meurt, tous les commerces vont à l'extérieur, centre-ville, il n'y a plus rien. Moi, j'étais artisan cordonnier, là, ça fait 1 an que je suis à la retraite et puis il n'y a pas de remplaçant. Sur Concarneau, je pense que les gens qui veulent venir se déplacer sur Concarneau, je pense que pour eux c'est difficile, s'ils veulent venir faire leurs courses et tout ça, je pense que c'est compliqué, c'est pas très aménagé pour ça. On ressent donc l'envie de vie du centre-ville, la jeunesse qui réclame aussi plus d'animation. Monsieur Pérez, miser sur le tourisme, est-ce que c'est suffisant pour contrebalancer une population vieillissante et surtout pour attirer des familles ou faire vivre la jeunesse tout au long de l'année à Concarneau? Je voudrais d'abord faire le lien entre ce qu'a dit Monsieur Lebras et ce qu'ont dit Monsieur Lebras et Madame Janvier, à savoir ce manque de vie du centre-ville et l'idée de la mobilité douce, et notamment des parkings excentrés, de la réduction des véhicules. Je rappelle à Madame Janvier que nous vivons dans une ville qui est très étendue, avec des différences de niveau, et qu'envisager d'y circuler à vélo ou à trottinette est une vue de l'esprit de bobo parisien.
Quand on emmène ses Ça enfants vous fait à l'école... réagir une vue de l'esprit de Parisien? Bien sûr, tout à fait. De nombreuses villes l'ont fait et ça fonctionne très bien. Oui. Je vous Quand laisse on emmène poursuivre. ses enfants à l'école ou quand on les emmène au sport, on ne le fait pas à trottinette, on le fait avec une voiture, hélas. C'est triste, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, Monsieur Pérez, les jeunes qui habitent les quartiers de Bezec et Lanriec ne sont pas... Il n'est pas possible pour eux de rejoindre leurs établissements scolaires en dehors de la voiture. C'est bien dommage. C'est exact, c'est bien pour ça que je propose d'ailleurs une voie sécurisée entre le rond-point Leclerc et le rond-point de Kervignou. Mais je suis désolé, excusez-moi, mais il y a des horaires de Bezec et bus. Lanriec aussi. Les quartiers de Lanriec et de Bezec sont desservis par nos bus Coralie, enfin les bus de CCA Coralie. Il ne faut pas non plus caricaturer à ce point-là. Je ne Elisabeth caricature Janvier, pas. on parlait Je de... veux dire que ce serait bien que les jeunes puissent utiliser d'autres moyens de transport que la voiture de leurs parents. Elisabeth Janvier, on parlait de autonome. tourisme. Le tourisme, c'est pas toujours compatible avec l'écologie. Ça dépend. Ça dépend comment on l'envisage. Il y a plusieurs façons d'envisager le tourisme. Aujourd'hui, la majorité des touristes qui viennent à Concarneau se garent sur le parking du centre-ville, font le tour de la ville close et repartent. Parce qu'on manque d'infrastructures qui leur permettent de se poser en ville, de matériel urbain qui permettent de pique-niquer, d'aires de jeu pour des enfants et d'activités en direction de la mer. Nous pensons qu'on peut faire des activités écologiques dans le domaine touristique, des activités qui sont en lien avec l'environnement, des activités pédagogiques pour les touristes, de découverte du milieu marin par exemple. Merci beaucoup pour ces éléments. Je vous propose maintenant d'écouter un nouvel invité, un invité mystère. Vous ne connaissez pas son identité, vous n'avez pas été prévenu de son intervention. Il va venir relancer le débat sur cette ville qu'il connaît parfaitement, qu'il aime puisqu'il y est né. C'est le roi de la petite reine, celui qui a certainement commenté avec plus de passion le Tour de France, celui qui a consacré d'ailleurs un prochain livre qui va sortir courant mars, un journaliste sportif qui s'intéresse aussi au foot, qui est un fervent supporter du club concarnois. Vous avez reconnu? Je suis. Jean-Paul Olivier, Polo La Science. Il n'a pas pu être présent avec nous ce soir, mais il a tenu à participer malgré tout depuis Paris. Concarneau, une ville de culture qui suscite d'ailleurs une question de sa part. À votre intention, l'écoute. J'ai toujours été passionné de Concarneau, c'était mes racines, c'était là que j'avais ma famille. Donc je suis resté très sensible à Concarneau et Concarneau mérite aussi qu'on s'y attache. Quand je vais à Concarneau, par exemple, je vais à la ville close, qui naturellement est le poumon touristique et historique de la ville. Bon, je pense tout de suite à l'histoire, à Du Guesclin qui repoussait l'usurpateur anglais à une certaine époque, à Vauban aussi, à un degré moindre, parce que Vauban n'a fait que consolider les remparts, hein. Il ne les a pas construits. Je reviens sur la place Jean Jaurès, là je pense à Flaubert qui venait à l'hôtel des voyageurs et qui restait là contempler les couchers de soleil. Il était admiratif de ces couchers de soleil, il comparait un petit peu Concarneau aux îles Borromée, ces îles du lac de Garde, où les camélias sont très vite en fleurs, où les grenadiers aussi. Alors il comparait Concarneau à cela et à un certain moment il a dit, eh bien, je sais pas, je suis à Concarneau et je ne me sens plus l'envie d'écrire. C'est quand même assez étonnant, quoi. Je vais sur le port, mais là c'est beaucoup plus difficile à soutenir parce que quand on a connu le port en pleine expansion et qu'on le voit maintenant, on est un peu triste tout de même. Mais enfin, Concarneau reprend vie avec son port de plaisance. Quand on est là et qu'on aperçoit le large, les îles Glénan, on est un peu dans une atmosphère très particulière qu'a décrit Proust d'ailleurs dans quelques lettres, dans quelques écrits. Donc si vous voulez, on a beaucoup d'auteurs, beaucoup d'artistes aussi ont chanté Concarneau. Si on peut parler de Sinon également, Sinon qui a écrit Le Chien jaune à Concarneau, porté à l'écran, qui a écrit Les Demoiselles de Concarneau, qu'il a publié chez Gallimard. On est intéressé parce qu'on se dit, tiens, qu'est-ce qui a pu passionner autant à Concarneau Sinon? Et Sinon, lui aussi, décrivait l'atmosphère et il a su bien décrire l'atmosphère, bien décrire les gens de Concarneau qui vivaient là, etc. Et regardez, aujourd'hui, ça se poursuit parce que
il y a des films policiers qui sont tournés à Concarneau, presque des feuilletons policiers, qui sont tournés par un auteur allemand. Donc ça passe d'abord en Allemagne, et puis ensuite c'est traduit en français, et ça passe donc sur nos chaînes. C'est quand même étonnant, toute cette série. Je reste toujours marqué par le côté culturel, le côté historique de Concarneau aussi, donc contrée, labellisée ville d'art et d'histoire. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais encore un petit peu plus de culture à Concarneau. Je vois par exemple des festivals comme Livre et Mer, je les vois connaître un très beau succès, donc c'est à poursuivre. Et puis on a à Concarneau le centre des arts et de la culture, qui, à mon avis, devrait être tout de même déplacé et remis dans un très bon, un meilleur contexte géographique, parce que lorsqu'on vient au CAC, comme on l'appelle, Centre des arts et de la culture, pour se garer, c'est très difficile. Et donc, je pense qu'on pourrait développer également cet aspect-là. Mais Concarneau, ville d'art et culture, le restera. Donc on va vous demander de répondre à cette question de Jean-Paul Olivier. Je vais commencer par vous, Madame Janvier, pour rééquilibrer un peu les temps de parole. Et je vais vous demander chacun d'avoir une réponse assez brève. La culture à Concarneau, le CAC ailleurs, comment vous voyez les choses? Le CAC, il y a nécessité de faire un diagnostic sur l'état du CAC qui semble nécessiter de nombreux travaux. Est-ce qu'il est raisonnable de remettre en état le CAC, le centre culturel, le centre d'art et de la culture, ou de construire un autre équipement pour Concarneau? Donc il y a nécessité de faire ce diagnostic avant. En ce qui concerne la culture, nous souhaiterions développer d'autres lieux culturels tels que des lieux d'exposition, des tiers-lieux où il y aurait des résidences d'artistes, des ateliers de pratiques créatives et artistiques. Nous souhaiterions aussi avoir des résidences d'artistes qui permettent d'aller... Pardon. Non, c'est que voilà, il faut que vous soyez un peu plus concise. Voilà. Développer aussi de la culture dans les quartiers. Il y a actuellement... Pardon. Allez-y rapidement, parce qu'on est toujours tenu par les temps de parole. C'est pour simplement dire qu'aujourd'hui, on a des troupes de théâtre qui souhaitent proposer des activités culturelles qui ont besoin de soutien. Voilà, Christian Pérez, est-ce que vous partagez cette analyse de Jean-Paul Olivier sur la culture à Concarneau ? Son diagnostic sur le CAC me semble justifié. Effectivement, c'est une structure vieillissante. Les associations sont en difficulté. Les locaux sont souvent inadaptés ou insalubres. Le problème du CAC, tout le monde est d'accord, c'est le stationnement. Donc envisager une structure différente, moderne, un centre de congrès, pourquoi pas. Mais et alors où ça ? Je ne suis pas encore élu. Je vais l'être dans peu de temps, mais je n'ai pas accès aux finances. Et donc, j'aimerais quand même qu'on puisse réfléchir aux conséquences financières. Donc, diagnostic comme Madame Janvier ? Diagnostic, pas d'emballement, pas de structure mirifique. Peut-être qu'on pourrait envisager de mutualiser un équipement avec une ville voisine. Ça pourrait être intelligent. On retient cette proposition. Monsieur Bigot, rapidement. Le CAC est une ancienne conserverie, donc ça nous rappelle l'histoire de Concarneau. Et bien évidemment, c'est un bâtiment qui est vieillissant. Vous partagez tous le même diagnostic. Ça, c'est évident. On doit effectivement penser à le repositionner ailleurs à Concarneau. Moi, je n'ai pas d'idée particulière là-dessus sur un repositionnement. Je souhaite le faire avec les Concarneaux, avec les utilisateurs. Par contre, ce que je ne souhaite pas, c'est que ce CAC-là soit positionné sur le port, sur un terrain qui ne nous appartient pas, sans qu'on sache comment on va le financer. Très bien. Rapidement, Monsieur Lebras. Justement. Oui, effectivement, moi je partage le point de vue de Jean-Paul Olivier. Il a raison, le CAC est vieillissant et Concarneau mérite un outil culturel à la hauteur de la troisième ville du département. Et nous, clairement, oui, on a beaucoup travaillé sur le sujet avec mes colistiers et aussi avec des présidents d'associations. Et on propose, et il faut que les électeurs le sachent et qu'ils votent en conscience, nous on propose effectivement d'installer le CAC, non pas en périphérie, mais de le garder au centre-ville, là où il y a quand même des parkings. C'est effectivement sur le port, sur le parking de la Criée. Alors évidemment, il ne m'a pas échappé que le terrain n'appartient pas à la mairie ni à CCA, et donc il faudra travailler avec le syndicat mixte, effectivement, le conseil départemental. Mais ce territoire-là, situé sur les quais,
est un merveilleux endroit pour bâtir une salle de Un spectacle. constat et une partagé salle de donc congrès. sur la salle du CAC. Après, reste à voir comment Et ce serait contrairement à M. appliqué. Pérez, je suis à la commission finance. Moi, je travaille le sujet d'un point de vue financier. Cet outil est finançable. Il devrait logiquement être porté par Concarneau, Cornouailles Agglomération, et j'espère effectivement Je vous sera propose porté par maintenant d'écouter, de passer à vos objets que vous avez apportés. On vous a demandé d'apporter à chacun un objet un peu symbolique pour vous. Et vous pouvez avez, nous voilà, présenter très dans l'ordre rapidement. du tirage au sort, vous avez 30 secondes très brièvement pour nous le présenter. Monsieur Lebras, c'est à vous. J'ai apporté ce magnifique gobelet réutilisable. Le Festival des Filets Bleus. Votre micro, monsieur. Le Festival des Filets Bleus, c'est un événement, l'événement le plus remarquable et le plus marquant à Concarneau dans la saison. C'est un événement qui est à la fois fait part de la tradition et l'attachement des Concarneaux à la tradition, mais aussi à la modernité, puisqu'il y a des créations à chaque fois présentées au Festival des Filets Bleus. Merci, et c'est un outil écologique, celui-là. Marc Bidot, vous nous proposez un peu de lecture. Je propose un peu de lecture. C'est un livre sur Jean Le Merdy, peintre de la marine, concarnois, qui a travaillé donc sur tout le monde économique de Concarneau, la mer, la campagne. C'est un peintre qui est reconnu par nous tous à Concarneau. Et c'est aussi, pour moi, tout le côté artistique de l'histoire de Concarneau. Elisabeth Janvier, qu'est-ce que vous nous avez apporté ? Si vous le permettez, je ne vous présenterai pas mon objet. Je préfère utiliser ces 30 secondes pour vous dire que j'ai été très choquée par les propos d'Anthony Lebras, liste qui représente la liste Macron, qui rejoint les propos du Rassemblement national pour semer le doute dans l'esprit des électeurs. On vous proposait de présenter un objet, vous choisissez donc de ne pas le faire. Christian Pérez. Monsieur Pérez. Vos soutiens. Alors moi, j'avais pensé venir avec... J'avais pensé venir avec une paire de godillots usés jusqu'à la trame par 2 années de la République en marche forcée. Et puis finalement, je me suis ravisé et je suis venu avec une centaine d'euros qui vont symboliser les impôts que les Concarnois vont devoir payer si par malheur le programme mirifique des 110 propositions de la liste socialiste venait à être élu. Merci beaucoup, Monsieur Pérez. C'est ainsi que s'achève cette première soirée spéciale élection municipale qui a donné la parole aux principaux concurrents du débat entre Concarneau et Quimper. Merci à Naïg Aude de sa présence. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 21h05 pour le second débat entre Carhaix et Morlaix. Merci à tous.